Donc, moi, je vais vous parler donc, des structures à pierre chauffée, hein, comme le titre de ma communication l'indique, qui sont un type de structure archéologique. Donc, le PowerPoint est là. Et est-ce que je peux switcher? Je regarde. Non, je n'ai pas encore la main. Ah, voilà, c'est bon. Donc là, le petit clin d'œil sur la diapositive, voilà, par rapport au titre, un petit air de Polynésie, en Alsace, en France, etc. Le petit clin d'œil. Donc, on va commencer. Alors, je vous parlais donc des structures à pierre chauffée, qui sont un type de structure archéologique. Donc, très simplement et très rapidement, en fait, on a des fosses qui vont être rougies, marquées par le feu. C'est ce que vous voyez en haut de la diapositive. Vous voyez hein, ce qu'on appelle la rubéfaction, qui peut avoir aussi d'autres couleurs. Donc, une fosse rougie. Voilà, au fond, en général, on retrouve des résidus de combustion, voire même des bûches encore en connexion. C'est pas une règle, mais souvent. Et on a un comblement de pierres chauffées. Vous voyez les pierres elles-mêmes thermofractées, donc cassées par la chaleur, rougies, noircies, donc altérées. C'est un petit peu les trois signatures. Alors, anciennement, en fait, ces structures étaient appelées fours polynésiens de par leur ressemblance morphologique avec ces dernières. Et si je vous mets, voilà, deux photos qui devraient arriver. Par contre, est-ce que vous aviez fait le switch de PowerPoint? Enfin, j'avais demandé un petit changement de dernière minute, je suis pas sûre. Mais donc, en tout cas, voilà, vous avez deux photos de structures à pierre chauffée, une archéologique, une ethnologique, et je pense que vous êtes bien normal de différencier les deux. Et effectivement, donc on a une différence morphologique assez marquée. Alors, ces structures, on les retrouve en Alsace, ailleurs en France, en Suisse et plus largement en Europe moyenne. Et pour une période assez longue, alors dans les proportions variables, hein, on va en avoir pour les derniers chasseurs-cueilleurs du Mésolithique, beaucoup pendant le Néolithique, donc avec les premiers agriculteurs, les éleveurs, et avec un pic au Néolithique moyen. Hein. Et après, pendant les âges des métaux. Alors en fait, donc c'est pas forcément, je crois, voilà, si c'est bon, très bien, le PowerPoint est changé, c'est bon. Vous avez juste une petite chronologie. Ici, voilà, pour vous montrer qu'on a une tranche de 5000 ans, on va pouvoir retrouver ces structures. Alors, donc on en parlait hier, finalement, c'est quelque chose, un phénomène qui transcende un petit peu nos découpages archéologiques habituels. Et non, décidément, je pense que ce n'est pas le bon PowerPoint, enfin le bon PDF. Hein. Je ne sais pas si on peut me faire le petit changement en direct, les organisateurs ou pas. Mais vous avez ici, en tout cas, deux plans, vous voyez que de sites archéologiques où on retrouve ces structures à pierre chauffée parce qu'elles ne sont pas seulement sur les habitats, mais voilà, aussi sur des sites apparemment spécialisés. Il y en a des centaines. On va avoir des structures très grandes, jusqu'à 10 mètres. Donc, c'est une autre particularité de ces structures. Et ça a surajouté au niveau de nos interprétations de ces soi-disant fours polynésiens, l'idée de banquets de consommation collective. Et alors effectivement, pour les... Ah, le bon PowerPoint arrive, c'est parfait, merci. Et donc pour ces structures, aujourd'hui on essaye, enfin en tout cas on abandonne le terme, je vais rattraper les diapos, hein. Voilà, on en était ici, donc on abandonne le terme de four polynésien. Alors pourquoi? Déjà parce que malheureusement on n'est pas en Polynésie. Et aussi parce ça donne un caractère assez réducteur parce que finalement on a une diversité de structures archéologiques. Hein. Il y a des pierres chauffées, mais il y a des fosses plus ou moins grandes, de tailles différentes. Parfois aussi, on n'a pas de creusement, mais plutôt des épandages, des amas. Et donc voilà, c'est un petit peu restrictif. Et si on utilise les termes de four polynésien, voilà, il va y avoir un petit flou de vocabulaire. Troisième raison pour laquelle on abandonne ce terme, c'est qu'on a un présupposé fonctionnel, le risque étant de plaquer une réalité ethnologique sur une structure archéologique sans finalement se demander si le fonctionnement est vraiment similaire. Et même le terme de four suppose une structure fermée, ce qui est le cas en Polynésie, hein, mais il faut se poser la question du point de vue archéologique et essayer de trouver des indices de couverture, par exemple. Et enfin, voilà, il y a d'autres parallèles ethnologiques possibles que les fours polynésiens, et vous allez le voir, c'est le cœur de ma communication. Alors finalement, ce cas de structure à pierre chauffée / four polynésien, c'est un petit peu un cas emblématique de l'utilisation de l'ethnologie par les archéologues, et c'est aussi une parfaite illustration voilà, de tout l'apport que peuvent constituer les observations ethnologiques pour les archéologues.
mais aussi des travers, voilà, que ça peut occasionner si on ne se fixe pas une méthode de travail. Et voilà, c'est... donc je pense que je vais sauter la partie où je démontre l'intérêt de l'ethnologie pour les archéologues, puisque je pense que voilà, si vous êtes là, c'est que vous êtes convaincus. Mais je n'ai pas résisté, voilà, à l'envie de vous mettre d'autres petites citations qui montrent qu'effectivement l'archéologue, quand il veut interpréter ces vestiges, il ne travaille jamais en vase clos et il doit faire appel à des référentiels externes, consciemment ou inconsciemment, plutôt consciemment, mais on essaye. Et donc voilà, l'ethnologie est un de ces référentiels. Et les échanges sont d'autant plus importants, je crois que c'est ce qui a été souligné hier, qu'on ne s'intéresse pas forcément aux mêmes choses. Les ethnologues vont observer le côté social, les gestes, la symbolique. Et nous, voilà, on va plutôt s'intéresser aux aspects techniques, les choses concrètes et tangibles, parce que finalement, c'est ce qui se conserve et c'est ce qui se retrouve. Donc, on est vraiment deux disciplines complémentaires. Alors, je vous parle de la méthode. Donc, très rapidement, en fait, en 4 points, c'est un petit peu la démarche que j'adopte dans mon travail. Alors, vous avez d'abord en premier lieu les structures à pierre chauffée archéologiques. On va tout simplement les analyser du point de vue archéologique, comme toute autre structure, voilà, en faisant de la typologie, des datations, voilà, des choses très classiques. Et ensuite, on va pouvoir passer, voilà, au point 2, élargir un peu nos horizons, pour pouvoir se poser de nouvelles questions, faire de nouvelles hypothèses. On va aller piocher dans des référentiels externes. Alors, on va utiliser des données politiques, économiques, expérimentales aussi, notamment pour les foyers, puisque on va pouvoir tester en laboratoire la réaction des différentes pierres aux différentes modalités de chauffe, par exemple, et aussi un de ces référentiels, celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'ethnologie. Alors, ensuite arrive le point 3 où on va essayer de combiner ces disciplines. Donc, c'est là qu'on va s'interroger à la lumière de ces observations ethnologiques. On va se poser de nouvelles questions peut-être, poser de nouvelles hypothèses. Et ensuite, il y a le 4e point qui est vraiment très important, c'est le retour à l'archéologie. Donc vraiment, pour ne pas céder à l'analogie pure et simple, voilà, morphologique, une analogie morphologique, on va essayer d'établir des critères archéologiques pour vérifier les hypothèses qu'on a émises précédemment. Alors, donc là, c'était le petit détour méthodologique. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Pour un petit peu savoir où on va, parce que vous verrez que c'est assez dense comme voilà, communication. Et donc, je vais en premier lieu vous présenter ces fameux fours polynésiens. Et ensuite, on va entamer un petit tour du monde de l'usage de pierres chauffées, donc de manière active, où elles ont vraiment un rôle actif dans la chauffe, et notamment en utilisation culinaire. Et alors, c'est vrai que du coup, je vais accumuler des données un petit peu qui pourront vous paraître un petit peu disparates, mais en tout cas, notre fil conducteur, vraiment le point commun qui va justifier ces parallèles, c'est vraiment ce fait technique, donc l'utilisation des pierres chauffantes, finalement. Alors évidemment, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ethnologue, ni spécialiste des différentes aires chronoculturelles que je vais aborder. Donc évidemment, moi je suis voilà, intéressée par toute remarque voilà, et critique. Alors ensuite, une fois qu'on aura fait voilà, un inventaire de toutes ces utilisations, on va essayer de synthétiser ces données, ce qui n'est pas un exercice facile, mais pour essayer voilà, d'en tirer des observations d'ordre général, des constantes. Et là encore, ce qui nous permet de le faire, c'est qu'on s'intéresse à quelque chose de technique. Et le feu va réagir de la même manière, peu importe l'endroit dans le monde. Et donc, les populations vont être confrontées aux mêmes questionnements, aux mêmes problèmes. Et on va avoir les mêmes buts. Donc, ça justifie encore de faire un parallèle très, très large. Et vous remarquerez que je vais aussi prendre quelques libertés vis-à-vis du thème des journées, en vous parlant non seulement de consommation collective, mais aussi de préparation collective, qui va parfois avec une consommation, mais pas toujours. Et on va aussi parler d'usage plus quotidien et domestique pour voir en fait les différences en matière de structure de cuisson. Alors, commençons donc avec les fours polynésiens. Je vous ai mis une petite carte, on en a parlé hier avec la présentation sur les îles Fidji. On utilise le mot four polynésien, mais en réalité, on le retrouve en Mélanésie, en Micronésie, globalement dans le Pacifique Sud. Ces fours sont appelés umu dans la plupart des îles, c'est un peu le terme générique, mais on a des variantes, voilà, kalu en hawaïen, hangi en maori, lovo en fidjien, on l'a dit hier, ou mumu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, le principe général, voilà, normalement, vous avez les différentes étapes de construction de ce four. Donc, en premier lieu, on va creuser une fosse dans laquelle on va placer des roches qu'on va chauffer. Donc, on va allumer le feu pour chauffer ces roches. Ensuite, une fois qu'elles sont chaudes,
On va enlever tout ce qui est résidus de combustion, fumerons pour éviter l'enfumage de la nourriture. Et on va y placer les éléments à cuire, souvent emballés dans des végétaux. C'est ce que vous avez sur, voilà, sur l'image C, qui vont leur donner différentes saveurs en fait, aux aliments. Et ensuite, on va fermer cette fosse en la recouvrant de végétaux et surtout de terre. Alors cette fermeture, elle est systématique et elle est absolument nécessaire pour la cuisson, de même que l'humidité qui va être apportée par les aliments bien sûr, mais aussi par les végétaux qui vont isoler la nourriture pour éviter que ça ne brûle tout simplement. Et alors la fermeture, c'est vraiment une constante. En Polynésie, mais aussi, vous le verrez un peu partout, dès qu'on a en fait affaire à un four de terre. C'est comme ça qu'on peut le désigner de manière plus large. Alors, on a des variations, on a des variantes évidemment dans la quantité de pierres, dans le fait qu'on va avoir des pierres en dessous, comme vous voyez ici, hein, ou bien on va en rajouter au-dessus encore de la nourriture selon les types d'aliments, hein, pour les cuissons plus difficiles. On a aussi évidemment des variations dans les végétaux qu'on va utiliser. On va utiliser des feuilles de bananier, des feuilles d'arbre à pain, des palmes, des feuilles de cocotier, des feuilles de thym, etc. Et on va aussi parfois avoir des couches à l'intérieur du four quand on a différentes couches d'aliments, donc à chaque fois pour isoler. Et on a aussi l'utilisation de nattes ou de sacs. Et alors, il faut savoir que les petits fours, donc parce qu'on a une variation évidemment dans la taille des structures, les petits fours ne sont pas toujours systématiquement fermés avec de la terre parce que parfois la couche végétale supérieure suffit parce que finalement le principe c'est que la chaleur ne s'échappe pas et qu'elle reste dans la fosse. Alors, ces variations vont être des variations régionales, ça va dépendre des îles et aussi même des villages. Je vous ai mis quelques petites illustrations. Donc en Nouvelle-Calédonie, par exemple, ici, vous voyez qu'on n'est pas dans une structure creusée, on n'est pas dans une fosse finalement. On va mettre le combustible en numéro 1 en quadrillage, on va recouvrir d'un amas de pierres et finalement ça va être un four entre guillemets en élévation, en extérieur, mais en tout cas vous le voyez en 4 et 5, on a toujours cette couche végétale de différents types de végétaux, même ici, qui va fermer le four et ensuite on va mettre des sacs humidifiés parfois et donc de la terre. Alors en Nouvelle-Zélande également, une autre variation, les fosses vont être en général plus profondes. Alors je vous ai mis, je passe à ces illustrations. Si vous êtes intéressé, mon PDF est à ta disposition. Donc en haut, vous avez un hanging néo-zélandais. Vous le voyez, la fosse est assez profonde. Et là, on va avoir l'utilisation plutôt de paniers ici pour mettre la nourriture. Donc on ne va pas forcément la mettre dans des emballages végétaux. Et on va fermer la fosse avec des sacs, des nattes plutôt. Et alors, c'est peut-être tout simplement par manque de matières premières. On n'a pas forcément accès à des végétaux avec des feuilles assez grandes. Et donc, comme on n'a pas les végétaux, il faut souvent rajouter de l'humidité. Donc, assez systématiquement, voilà, en Nouvelle-Zélande, on va rajouter de l'eau dans les structures. Alors, il faut faire attention quand on rajoute de l'eau parce que le but n'est pas de refroidir les pierres, sinon on risque d'avoir une sous-cuisson. Alors, le résultat de cette cuisson généralement longue, c'est qu'on a une viande tendre qui se détache facilement des os. Et les végétaux et les préparations ont une saveur terreuse. Apparemment, c'est une saveur assez particulière. Alors, il y a d'autres différences. Hein. Par exemple, dans les îles du Vanuatu, vous avez 2 exemples en bas. Ici, on a quelque chose d'un peu plus organisé du point de vue des pierres. On va avoir des petites pierres au fond, des grandes pierres en bordure. On va aussi avoir des fosses qui vont être chemisées de feuilles avant qu'on y mette les pierres à chauffer. Et ici, vous avez juste une variation sur les îles Maeo, je ne sais pas si je le prononce correctement, hein, où on va vraiment avoir des structures un peu plus grandes qu'ailleurs. Donc, des variations régionales. Alors, du point de vue des dimensions de ces fours, elles sont tributaires de la quantité de nourriture qu'on veut cuire, forcément, et donc du nombre de convives. Et finalement, on va avoir en quelque sorte 3 types de fours. Le four individuel et quotidien utilisé par une famille qui va être plus petit, en général placé à l'extérieur, creusé dans le jardin, sous abri éventuellement, ou parfois aussi, mais c'est plus rare, dans la cuisine, donc dans un coin de la cuisine. On va avoir des fours communautaires, donc là c'est quand on veut réaliser des cuissons pour un plus large public, entre guillemets. Et après on a encore une 3e catégorie, c'est les fours spécialisés pour un type d'aliment. Alors justement, quels aliments? Alors on va cuire dans ces fours des végétaux divers, donc des racines, des tubercules surtout. Donc pour la Polynésie, vous aurez le manioc, l'igname, le fruit de l'arbre à pain, la racine de taro, aussi donc du thym, la racine de cordyline. Hein.
Je connais pas les termes, enfin, j'ai pas noté forcément les espèces précises. De la patate douce aussi, ou des bananes plantains, des choses comme ça, donc des végétaux, et notamment des tubercules qui exigent une cuisson longue, qui sont durs à cuire en fait. Aussi des préparations, donc le laplap au Vanuatu, qui est une pâte à base de racines d'arbre à pain, ou le bounia en Nouvelle-Calédonie, une sorte de ragoût de viande et de poisson. Et donc ces préparations semi-liquides, on va les emballer dans des végétaux, donc on va faire des petites papillotes finalement. Et à côté de ça, on cuit aussi de la viande, donc des animaux notamment entiers, par exemple des cochons entiers. Et on va cuire aussi dans ces fours de grandes quantités de nourriture. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, les fours entre guillemets communautaires, pas de je crois que c'est ce que je vous ai mis voilà, dans la prochaine illustration. Vous avez ici un four de Papouasie où vous voyez en fait qu'on combine, hein, on peut mettre plusieurs types d'aliments dans le four. Et en fait, on va les placer selon le temps de cuisson demandé, puisque le temps de cuisson est unique pour le four. On va jouer sur le placement au sein du comblement. Voilà, la viande qui demande les aliments entiers, une plus grande cuisson va être au milieu, ou bien au fond de la structure, on va avoir, vous voyez, les racines hein, qui sont plus dures à cuire. Et voilà, au sommet, donc là où la chaleur va être moins intense, on va avoir les petits emballages de nourriture ou les choses qui cuisent plus vite. Alors, le temps de cuisson, alors c'est très variable. Hein, le four quotidien, on va avoir des cuissons d'1 heure, par exemple. Et voilà, des choses qui peuvent monter jusqu'à 20 heures ou plusieurs jours de cuisson, notamment quand on a des fours spécialisés pour un aliment. Un aliment difficile en général. Hein, c'est tout l'intérêt de ces fours. Alors, pour les roches, elles sont sélectionnées. Donc, il faut savoir que voilà, les éléments ethnologiques mentionnent les basaltes poreux même, en fait, qui sont des gros galets de rivière, qui vont être moins fragiles, en fait, qui vont mieux supporter la chauffe. Et on a aussi des substituts quand il y a un manque de matière première dans la région. Donc voilà, sur l'île de Rimatra, on va utiliser des roches coralliennes, mais elles vont avoir tendance à fondre avec la chaleur, puisqu'en fait, on réutilise les pierres. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. On va aussi utiliser voilà, des boules d'argile ou des éléments de termitière, mais alors là, elles ne sont pas très efficaces. C'est vraiment les pierres en premier choix, on va dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va choisir aussi la taille des pierres parce que les grosses pierres vont conserver la chaleur plus longtemps, mais on va devoir les chauffer plus longtemps. Et les petites pierres vont chauffer plus vite, mais elles vont restituer la chaleur sur un temps beaucoup plus court. Donc, il y a un rapport entre le temps de cuisson et les pierres qu'on va choisir, et aussi un rapport entre la quantité de nourriture qu'on veut cuire, la taille de la fosse aussi. Plus le four est grand, plus on va avoir de pierres, et on va essayer de privilégier des grandes pierres parce qu'un grand four, c'est plutôt pour des cuissons longues. Alors, vous voyez, hein, il y a plein de paramètres en fait à régler. Et alors, ces fours, on va les retrouver dans 2 types de lieux, finalement. Hein, c'est ce que je vous disais déjà tout à l'heure, en habitat, dans la maison ou à l'extérieur, ou après à l'écart des habitats, donc à proximité des marais, des lieux cultuels, s'il y a un usage, un lien avec un culte, ou à l'écart encore pour des structures spécialisées. Alors, les fours ont une dimension symbolique, hein, je ne vais pas détailler ici, mais en tout cas, voilà, il y a la notion de transformation invisible de la nourriture hein, dans la terre. Les pierres sont vues comme des réservoirs énergétiques et effectivement, un four mal réalisé va voilà, porter malheur ou en tout cas, ça va être une honte pour les préparateurs du four. Et évidemment, les aliments qu'on y cuit, notamment les aliments spéciaux, entre guillemets, hein, dont je vais vous parler dans un instant, ont une forte charge symbolique. Par exemple, les ignames, qui rentrent vraiment qui ont un rôle social, qui rentrent dans les échanges, dans les réseaux d'échanges, voilà, dans les offrandes, dans les cérémonies publiques, etc. Alors, donc ici, je vous ai mis quelques illustrations d'un cas particulier, c'est les fours à ti, donc la racine de la cordyline. Donc les umoutis, en fait, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont des grands fours. C'est les plus grands, en fait, ils vont pouvoir atteindre 8-10 mètres de long, 1,50 m de profondeur. La profondeur aussi hein, dépend de ce qu'on veut y cuire. Ils vont être plutôt localisés, vraiment isolés, voire parfois il y en a plusieurs. Hein, vous voyez sur la photo en bas ici. Et elles sont, donc en plus de la cuisson, en fait, on a une cérémonie préliminaire, entre guillemets, conduite par un grand prêtre qui va effectuer une marche, on appelle ça marche sur le feu, mais finalement c'est une marche sur pierre chaude. Et cette procession a plusieurs buts, donc purifier le corps et l'esprit,
Et aussi vérifier que le prêtre a toujours son pouvoir, donc son mana, et que les dieux sont présents. Et si personne ne se brûle, parce que si quelqu'un se brûle, le pouvoir du prêtre est remis en question. Hein. Donc si les dieux sont présents, que tout va bien, on va pouvoir commencer la cuisson. Alors l'omuti n'est pas le seul dispositif collectif hein, qu'on retrouve en Polynésie, mais voilà, la plupart ont disparu aujourd'hui. J'ai par exemple lu mention dans les îles Marquises d'un grand four pour cuire des fruits de l'arbre à pain, qui est en fait utilisé dans le cadre d'une fête de 3 jours organisée par la communauté d'une vallée qui invitait les membres de vallées voisines. Et voilà, on mettait en fait en jeu l'honneur et le prestige de la vallée, et une communauté offrait la moitié des préparations à l'autre communauté. Et c'est ce que j'évoquais aussi en introduction, c'est que là vous avez une cérémonie, on va avoir certes une consommation après la cérémonie, après la cuisson aussi évidemment, mais aussi on va conserver une partie parce que les fours servent aussi, notamment après les récoltes de ces tubercules, à les conserver plus longtemps finalement. Alors, très rapidement, à côté de ces fours, hein, évidemment, vous avez d'autres utilisations de pierre chauffée. Vous avez des utilisations en grille, donc un simple lit de pierre sur lequel on va pouvoir faire chauffer des éléments. Par exemple du poisson, des choses qui ne demandent pas une cuisson fermée, en milieu fermé, finalement une cuisson à l'étouffer, puisque les fours c'est des cuissons à l'étouffer. Vous avez un exemple ici d'une cuisson sur un amas de pierre. Et voilà aussi ici, je crois que les images sont un petit peu floues, mais on va placer des pierres chaudes dans une grande feuille j'avais des bruits, qui va contenir aussi les petits, ici les petites papillotes. Et on va refermer cette grande feuille qui contient les pierres et les mettre sur les braises. Donc, on a aussi, je vous mentionne aussi, qu'on n'a pas vraiment de vraie bouillie, de vraie cuisson au bouillie, qui va être plutôt réservée pour des usages médicinaux, même si on va parfois pouvoir placer des pierres chaudes dans des récipients où on va mettre des aliments, enfin des éléments liquides à semi-liquides, comme des sauces de coco, des choses comme ça, ou pour cuire des éléments de type feuille, de type verdure. Mais voilà, le bouilli, c'est vraiment moins utilisé pour le culinaire. Donc, de manière très rapide et très synthétique, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Vous avez ici, voilà, ce qu'on appelle le four polynésien, mais finalement, vous voyez qu'il y a des variations. Donc, finalement, quand on dit, même en contexte archéologique, on a un four polynésien, ça veut tout et rien dire. Donc, c'est quand même pas très précis, puisqu'il y a quand même une diversité derrière ce terme. Alors, maintenant, je vais vous emmener, vous allez avoir un petit peur, mais faire un petit tour du monde de cette utilisation de pierres chaudes. Alors, en fait, je vais juste vous emmener pour la première destination un petit peu à l'est. Donc, en fait, on retrouve des fours de terre, donc une utilisation de pierres qu'on va chauffer dans une fosse en Australie, donc pas très loin de la Polynésie. Et là, vous avez aussi une variante, puisque ces fours peuvent aussi contenir des boules d'argile chauffées. Et vous avez toujours les mêmes constantes, la nourriture emballée dans des végétaux et la fermeture de terre. Alors, donc, en contexte bédouin cette fois-ci, alors là, on part un peu plus loin, juste pour vous illustrer encore une autre cuisson fermée, en milieu fermé, donc dans une fosse, qui peut être, mais ce n'est pas systématique cette fois-ci, revêtue de pierres chaudes, voilà, pour cuire l'agneau dépecé ou entier. Vous avez ici en fait juste des images, mais c'est un équivalent moderne, entre guillemets, où voilà, au lieu de tapisser la fosse de pierre, en fait, on a utilisé un contenant métallique. Donc ce type de cuisson à l'étouffée se retrouve aussi en Turquie, en Transjordanie. Et puisqu'on est dans le secteur, je montre aussi un parallèle qui va illustrer un deuxième usage des pierres chaudes. Oui, attention au timing, merci Florent, j'ai vu. Un deuxième usage des pierres chaudes, cette fois-ci en grill. Ici, vous avez une cuisson de pain sur foyer berbère. Donc là, on va avoir de fosse, mais on va faire un grill, un lit, une surface chauffante. Alors, ensuite, on va faire un saut géographique. On va traverser l'Atlantique et on va en Amérique du Nord. Alors, en Amérique du Nord, c'est un autre pôle très important pour ce qui est cuisson avec pierre chaude, aussi documenté finalement, voire même plus que la Polynésie. On va retrouver notre traditionnel four de terre que vous connaissez maintenant avec la chauffe des pierres dans une fosse pour cuire des éléments souvent emballés dans des végétaux.
et avec la fermeture finale végétaux et terre. Vous avez une variante en bas où on rajoute en fait de l'eau. Et finalement, c'est vrai qu'on va passer dans une cuisson presque à la vapeur, finalement, puisqu'elle est étouffée. Troisième utilisation dans ce contexte amérindien, le grill. Donc là, c'est assez simple, voilà. Pas besoin d'explications complémentaires. Et un type de cuisson dont on n'a pas encore parlé, qui est l'utilisation de pierres pour faire bouillir des liquides. Et c'est vrai que les pierres permettent en fait de transporter la chaleur de manière beaucoup plus aisée et sécurisée que de transporter des flammes, finalement. C'est un vecteur de chaleur. Et donc, sur le schéma, hein, c'est des choses voilà, assez classiques. On va chauffer les pierres dans un foyer, les rincer dans un petit bac et ensuite les placer dans un contenant dans lequel on a l'eau à faire bouillir ou le liquide à faire bouillir. Et ensuite, on va y placer les aliments en papillote végétale toujours et fermer le contenant avec des nattes. Alors, et là aussi où c'est pratique les pierres chaudes, c'est que ces contenants ne sont pas en céramique. Hein, donc, ça va être de la vannerie, du cuir, du bois, de l'écorce. Donc, on ne peut pas les placer directement sur le feu. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, pour ce cas d'usage amérindien, je vous fais cadeau du contexte. Je n'ai pas trop forcément de données contextuelles. Et comme il y a le timing, voilà. Par contre, si on parle du contexte, on peut observer juste rapidement une structure moderne qui est le clam bake en Nouvelle-Angleterre. Et là, vous retrouvez le même principe hein, d'une cuisson avec pierre en fosse ici, ou bien on s'épargne la fosse et on fait un amas de pierres chaudes. Et là, on va cuire des crustacés sur des algues, en fait. Donc, les végétaux, ça va être ici les algues. On va pouvoir aussi recouvrir d'algues donc pour produire la vapeur nécessaire à la cuisson. Alors, si on descend vers le sud, vous retrouvez des fours de terre en Amérique centrale, appelés Pib ou Pibil Maya. Alors, la particularité de ces fours, donc c'est toujours le même principe, hein, mais la particularité, c'est qu'on va avoir la création d'une grille, en fait, entre guillemets, le plus souvent. Alors, je vais en fait passer à la diapo suivante, comme ça vous allez voir, il y a plusieurs types de fours. On a des petits fours simples, on met juste des pierres dans une fosse pour cuire ce qu'on va consommer pendant la journée de travail, puisqu'on retrouve ces structures dans les champs. Et aussi, on va y cuire le gibier qu'on a chassé et ensuite on l'emmène à la maison. Déjà, on se partage entre chasseurs et on l'emmène à la maison déjà cuit. Et ensuite, on a les fours quotidiens, donc la deuxième catégorie ici, les fours familiaux. Vous avez les étapes ici, donc c'est comme d'habitude, voilà, la fosse de pierre chaude. Sauf qu'ici, on va voilà, placer un treillis végétal, une grille faite de branchages sur lesquels on va poser les aliments. Donc, on a une petite variation. Et vous avez ici les petites papillotes, hein, ce qu'on appelle les tamales ici. Alors, à côté de ces fours quotidiens, on va avoir des fours qu'on va utiliser dans un cadre, donc le numéro 3, rituel. On va évidemment utiliser parfois ces fours familiaux hors cadre quotidien. Donc, par exemple, pour la fête des morts, hein, on va utiliser le four du jardin, mais avec des préparations spéciales adaptées à la circonstance. Et on va avoir aussi donc d'autres cérémonies plus communautaires, comme la fête de la pluie au Thanksgiving, où là, ça va être une préparation de groupe avec des aliments de nouveau inhabituels, entre guillemets. Et ces fours de Thanksgiving vont être aussi, là encore, plus profonds, plus grands que les fours habituels. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce cas, on va faire des cuissons plus longues, parfois plusieurs jours, 3 jours. Et là, il est important de pouvoir rajouter de l'eau tous les jours parce que sinon, voilà, on a besoin d'humidité. Pour des cuissons longues, il faut rajouter de l'eau. Et enfin, le quatrième, je ne vous le détaille pas, mais en tout cas, c'est pour différentes cérémonies encore plus larges, donc vraiment à l'échelle communautaire, voire intercommunautaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des structures qui vont être très, très longues. Alors, au niveau de la largeur, on va être sur quelque chose d'assez étroit, 50 cm, mais on va avoir des choses, vous voyez ici, hein, jusqu'à 30 mètres de long, donc des structures voilà, assez immenses. Et là, le temps de cuisson va forcément être encore plus long, donc on va utiliser des grandes pierres et du bois vert qui brûle lentement. Alors, pour l'inventaire, oui, je sais, je suis hors timing. Là, on a une autre structure au Mexique, plutôt spécialisée pour la viande. Donc, ça va être une fosse, on va mettre des pierres chaudes, mais parfois, on n'en met pas. Donc, là, encore une variation. Les pierres qui se surajoutent ou non. Donc, c'est les barbacoas qui ont donné le mot barbecue, hein, qui vont être des structures voilà, qui vont être plutôt sur la place devant la maison, qu'on va utiliser pour faire hors cadre quotidien, donc pour des événements plutôt festifs et pour de la viande.
Ensuite, toujours dans cette même aire géographique, donc au Mexique, là, je m'attarde 2 minutes pour vous montrer une structure spécialisée. Donc, je vous l'ai dit, il y a des structures qui sont spécialisées pour un type d'aliment, le thé en Polynésie. Et ici, vous avez un autre exemple, c'est pour cuire les hampes d'agave, les cuillettes, je ne sais pas si je le prononce correctement. Et donc, on a une petite variation dans l'élaboration du four. Vous avez ici, on va monter en fait les pierres sur un dôme métallique. Et on va ensuite mettre le feu dans la fosse qui est en dessous de ce dôme. Et quand les pierres sont chaudes, et en fait, on voit qu'elles sont chaudes parce qu'elles ont une certaine brillance à 800 degrés, hein, on va pouvoir les faire s'effondrer dans la fosse. Ensuite, sur les pierres, on va placer les fameux végétaux indispensables à la cuisson. Et ensuite, empiler les hampes d'agave. On va en cuire 50 à 70. Hein, vous voyez les hampes ici, hein, c'est assez grand. À la fois. Donc, une cuisson, on va faire un gros tas, en fait, avec ces hampes. Et on va recouvrir 2 sacs et après, ici, de terre. Donc, le fonctionnement est toujours similaire, mais là, on a quelque chose d'un peu plus grand au niveau des quantités. Et donc, une structure spécialisée. Alors, on reste en Amérique du Sud, hein, donc juste pour vous citer, là, il n'y a rien de particulier, entre guillemets, mais sachez qu'on retrouve aussi des structures, des fours de terre au Chili. Là, on est au bord de l'eau, donc on va plutôt y cuire des crustacés. Vous avez aussi dans les Andes, aussi une structure four de terre classique, entre guillemets. Donc là, je ne détaille pas, de toute façon, je n'ai pas le temps. Et là où c'est intéressant, c'est toujours hein, au Pérou, en Bolivie, en Argentine et au Chili aussi, une variante sans pierre chaude. Donc là, on va aussi construire un dôme au-dessus d'une fosse, mais avec des blocs de terre cuite, enfin de terre cuite, non, de terre très sèche en fait, ce qu'on appelle des courpasses. Donc on fait le dôme, on allume le feu dans la fosse en dessous du dôme, et là encore, 5 minutes j'ai vu, et là encore, on fait s'effondrer le tout sur la nourriture. Et là, c'est plutôt vraiment pour un contexte festif, hein. Notamment des fêtes chrétiennes la fête chrétienne de Corpus Christi ou aussi après la récolte des tubercules. Et là, sans transition aucune, je vous emmène à Taïwan. Non, en fait, c'est juste pour vous montrer que voilà, ce dôme, on le retrouve aussi en pierre. Donc, c'est encore une espèce de, voilà, une constante. Un dôme en pierre qu'on fait s'effondrer sur la nourriture, voilà. Et donc, juste en passant parce que voilà, j'avais envie. Donc, deux petits types de structures mongoles. Vous avez en fait juste, là on n'a pas le four de terre, mais en fait on va avoir le même principe éléments papillotes de viande ici qu'on va intercaler de petites couches végétales, mais on ne va pas le mettre dans une fosse dans la terre, mais dans une marmite, enfin un pot ici qu'on va fermer. Donc une cuisson à l'étouffée, mais en contenant. Et ici aussi, ça me permet d'illustrer le fait qu'on place aussi parfois des pierres dans l'animal. Ici, en contexte mongol, mais aussi, on le retrouve aussi en Polynésie, quand ça aide à la cuisson, en fait. Ça rajoute une cuisson depuis l'intérieur. Alors, je pense que je vous ai tous un petit peu perdus. Non, quand même pas. 2 mots sur l'Europe. Juste pour vous dire que l'Europe, on a plutôt des références au bouilli. Vous avez ici un exemple c'est un peu plus compliqué en fait, les choses sont beaucoup plus floues parce qu'on n'a pas de données ethnologiques pour l'Europe finalement, on n'a pas les observations des ethnologues, mais on a une espèce de savoir oral. Donc on a des sources littéraires médiévales qui vont nous mentionner des choses très floues, dont ces structures, soi-disant des fosses à cuire, des fosses à bouillir, où on va utiliser les pierres chauffées pour faire bouillir l'eau, mais c'est en fait une construction du 19e siècle, avec un terme du 9e siècle qui fait référence à la cuisson, mais sans lien avec le bouilli. Le lien avec le bouilli se rajoute au 15e siècle, donc on a des choses assez floues finalement. Donc je passe très vite. Et voilà, la Steinbier en Europe et tout ce qui est usage de pierres pour faire bouillir des soupes, par exemple, mais là encore, c'est vraiment pas très bien documenté, donc c'est vraiment plus compliqué de travailler à partir de ces données. Alors, aux éléments de conclusion, donc des synthèses sur ces données ethnologiques. Alors, je vais essayer de tirer des conclusions d'observation, des conclusions générales, entre guillemets, voilà. On peut connoter des points communs, ce que Luc Jalot, d'ailleurs, hier, il me semble qualifié d'invariants. On a des phénomènes, des constantes
des phénomènes de convergence d'un côté à l'autre du globe. Donc, on a d'abord l'universalité de cette utilisation des roches comme vecteur de chaleur en plus de chauffe directe par la flamme. Donc, 3 usages principaux, le bouilli, notamment en Europe, mais plus dur à cerner, la cuisson à l'étouffée, voire à la vapeur dans des fours de terre, et ensuite le grill. Et on note aussi un fort phénomène de convergence pour les dispositifs qu'on va utiliser pour les fours de terre, où on utilise cette fois-ci la terre comme contenant. Et donc, je sais que je suis complètement hors timing, mais donc, les constantes pour ces fours de terre, on va avoir une structure toujours fermée hermétiquement avec des végétaux et de la terre, bien que la terre soit optionnelle selon la taille de la structure et le temps de cuisson. Les végétaux vont être indispensables aussi. Pourquoi? Parce qu'ils vont isoler la nourriture, ils vont apporter l'humidité et ils vont aussi assaisonner. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ils vont être sélectionnés parce qu'ils donnent un goût aussi à l'aliment. Notamment les végétaux pour les emballages et qui sont placés dans le comblement, hein, pas forcément ceux au sommet de la fosse. Et donc, l'humidité est le 3e élément indispensable. Alors, les fours vont fonctionner en 2 temps. On a le préchauffage des pierres et ensuite la chauffe proprement dite. Les pierres vont être chauffées dans la fosse où vous avez vu la petite variante avec le dôme au-dessus de la fosse qu'on fait s'effondrer. On a des substituts de pierres dans des zones où il n'y a pas forcément de pierres aptes à cette utilisation, avec des éléments en argile notamment. Alors, on va y cuire quoi? Plein de choses finalement, mais notamment des végétaux, des racines qu'on ne peut pas consommer autrement si on ne les cuit pas très longuement avec ce procédé de cuisson, et aussi des animaux entiers, et ça va être pratique pour les grandes quantités. Le temps de cuisson, je vous l'ai dit, très variable, mais surtout, il peut être, oui, mais surtout, il peut être très long. Et c'est tout l'intérêt de ces structures, c'est de pouvoir permettre, voilà, une longue cuisson. La taille des fosses varie, je vous l'ai dit, mais on peut avoir des éléments qui sont très grands. La localisation, donc dans les habitats, mais aussi hors habitat pour ces structures spécialisées ou ces structures possiblement communautaires. Et donc, tout cela nous conduit à nous poser de nouvelles questions par rapport à nos structures archéologiques. Donc, est-ce que nos structures archéologiques sont couvertes? Puisqu'apparemment, c'est une condition sine qua non pour que la cuisson puisse s'opérer. Est-ce qu'on a des végétaux? Si oui, lesquels? Puisqu'on n'est pas sous les mêmes latitudes. Et que ça, le problème, c'est que ces éléments ne laissent pas de traces archéologiques a priori. Qu'est-ce qu'on va cuire? Pourquoi est-ce qu'on a aussi créé ce type de structure sous nos latitudes, alors qu'en plus, la céramique existe? Donc, c'est qu'il y a eu un besoin, c'est une réponse à un besoin. On va se demander aussi, est-ce qu'on a aussi des structures domestiques ou des structures extra-domestiques, entre guillemets? Là, effectivement, vous le voyez, hein, on a des structures sur les habitats, on a des structures archéologiques hors habitat, donc effectivement, il y a quelque chose qui se dessine. Est-ce qu'on peut démontrer des choix de roches? Est-ce qu'on a des structures aussi spécialisées pour un type d'aliment? Donc, il y a tout ce genre de questionnement. Est-ce qu'on a une dimension sociale et laquelle, évidemment? Et à partir de tous ces questionnements, c'est l'étape numéro 4 et la dernière, je vous rassure, de ma petite méthodologie. Par exemple, pour l'histoire de la question de la couverture, on va essayer de chercher des indices. Donc, il y a quelques cas, une dizaine sur 500, hein, où on va avoir des petits éléments de bordure qui sont conservés, qui peuvent laisser penser que la couverture a partiellement cuite sur les côtés et qu'elles sont conservées. Il y a, on va trouver de la terre altérée qui est dans la fosse, qui est peut-être tombée d'une couverture de terre, des éléments coulés sur les roches, des nodules de terre cuite. Et aussi, la couleur de l'altération va aussi être plus foncée quand la structure est fermée. Donc, vous voyez que nous, on cherche un petit peu les petits indices. Et autre élément, les végétaux, on va faire des analyses, comme on a pu faire hier sur les céramiques. On peut faire des analyses sur les roches ou dans la terre. Et donc, on a souvent, quand on fait ces analyses, des signatures végétales. Donc, on va se dire, bon, on y a cuit des végétaux, mais pourquoi ne pas aussi penser aux emballages et aux végétaux d'isolation? Pour les aliments, on l'a dit, c'est très variable. Mais donc, on va se demander pourquoi est-ce qu'effectivement, on a aussi ce genre de structure archéologique? Est-ce que ça, c'était lié à des aliments particuliers qui demandaient une cuisson particulière? Et on va aussi pouvoir se demander si on a des préparations collectives. L'idée du banquet, évidemment, hein, je n'y reviens pas, mais on a ces sites particuliers à l'écart qui peuvent à la fois, je vais conclure par ça, promis, s'apparenter à des sites de banquet, mais aussi, pourquoi pas, à des sites spécialisés pour un type d'aliment.
Je vois que Florent apparaît. Et donc, voilà, vous avez un indice de toutes ces questions que ça suscite. Voilà, et l'aspect social. Alors, pour l'aspect social, promis, c'est la dernière. On note quand même des petites choses, même si on a toujours du mal à l'appréhender en archéologie. On va voir une association des structures à pierre chauffée avec du mégalithisme dans le Ouest de France. On a démontré que ces sites où il y a des centaines de structures, toutes les structures ne sont pas utilisées en même temps. Donc, on a une pérennité de ces sites qui résonne avec la pérennité des sites spécialisés en contexte ethnologique. Et on va effectivement avoir une augmentation des sites où il y a des centaines de structures à la fin de l'âge du fer, où on a une période de mutation de la société. Donc, je termine avec ça. J'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et je suis désolée si j'ai été un petit peu longue. Je conclurai en disant que un petit air de Polynésie, oui, mais pas seulement. Et je vous remercie pour votre attention. Merci voilà, oui, Pauline pour ta présentation. Voilà, désolé d'avoir été un peu le chef du timing. Simplement, je suis persuadé qu'il va y avoir un certain nombre de questions et donc il faut laisser le temps un petit peu au débat. En tout cas, merci. Ça nous ouvre plein d'horizons par rapport à notre archéologie, parfois un peu trop centrée sur la métropole. Et donc, ça nous ouvre des horizons déjà géographiques, là, puisqu'on a un peu voyagé, et puis des horizons sur des hypothèses. Alors bon, ça m'intéresse, j'ai des questions, mais bon, je réserve les autres, je réserve les questions pour les autres personnes participants. Et donc, j'imagine que ton jardin est retourné. Ah bah j'ai des pierres chaudes dans mon jardin, oui. Tu as fait plein d'expérimentations, voilà. Donc, eh bien, allez-y pour les questions. Donc, une première question de Marie-Philippe. Voilà, savez-vous si certaines structures sont réutilisées, quelquefois sur le long terme, ou il y a reconstruction de nouvelles structures sur le même lieu? Alors oui, oui aux deux questions. Donc d'abord, on a des indices de réutilisation dans les structures archéologiques, puisqu'on va avoir, voilà, quand on réutilise les pierres, déjà les pierres, elles vont être, plus elles sont chauffées, plus elles sont marquées. Et donc, on a des corpus lithiques qui vont être plus ou moins chauffés. On a des sites où on va retrouver les déchets, on va retrouver les amas ou les fosses pleines de pierres éclatées. Et donc là, on a des indices. Et en plus, au sein des structures, on va avoir, par exemple, après nettoyage, quand on vidange les structures des roches, des petits éclats qui restent. Et quand ces éclats ne remontent pas, puisqu'on s'amuse à faire des puzzles avec nos pierres, hein, avec les pierres qui sont dans la fosse, ça veut dire qu'il y a eu d'autres pierres qui étaient là avant les pierres en place. Et donc, on cherche les petits indices. Mais en tout cas, oui, les structures sont réutilisées, notamment quand elles sont bien aménagées, hein, qu'on a des dispositifs de tapissage d'argile de parois, ça existe. On ne l'a pas fait juste pour une cuisson. Et pour la reconstruction de nouvelles structures sur le même lieu, oui, alors ces sites spécialisés, en fait, on a vraiment... c'est toujours difficile de dater parce que nous, quand on date, on va avoir des fourchettes de datation très larges. Donc, on va faire là du C14, des choses comme ça. Et on va arriver, donc ces structures sont contemporaines, sauf que la fourchette de datation était de 50 ou 100 ans. Et qu'on utilise des structures de manière asynchrone, mais sur du temps court. Voilà, il faut le saisir. Les remontages entre pierres qui vont nous aider et on a des différentes datations, en tout cas c'est sûr qu'on a des structures qui ne sont pas utilisées de manière contemporaine, hein, sur les sites. Alors je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense. Merci, oui, pour la. Alors, juste une petite parenthèse. C'est vrai que pour avoir fouillé une structure de ce type-là, notamment sur le site d'Istralsheim, effectivement, on avait un apport constant de pierres qui était vraiment très très visible, hein. Donc, alors là, il y a plein de questions, hein, c'est impressionnant. Donc, excuse-moi, je t'interromps parce qu'en fait, elle me parlait de contexte ethnographique. En fait, elle posait la question de contexte ethnographique. Et là, oui, parce qu'en fait, ce que je n'ai pas eu le temps de vous mentionner, c'est que, par exemple, en Polynésie, il y a aussi des structures archéologiques parce qu'en fait, les archéologues vont fouiller les fours polynésiens. Donc là, en plus, on connaît le fonctionnement, donc ça va être intéressant. Et il y a aussi des esquis de pierres qui vont résulter de chauffes antérieures. Donc là aussi, il y a des indices de réutilisation. Et il y a pour les structures de sites spécialisés, hein, par exemple les structures pour cuire les agaves, les sites, on a les anciennes structures qui sont là, voilà, c'est des sites où on revient vraiment. Pardon.
Merci. En tout cas, là, une deuxième question, Maxime Rajo. Quelle gamme de température maximale obtient-on pour ces fours, pour ces types de fours, pardon, slash système à pierre chaude? Alors oui, c'est vrai que je trouve que là, c'est intéressant aussi de travailler sur la sémantique, hein. C'est-à-dire que voilà, est-ce que c'est un four? Est-ce qu'on peut Ah, plutôt parler de système? Donc là, pour les gammes de température. alors, les gammes de température. Donc déjà, pour cuire, on n'a pas besoin de température très très élevée. Enfin, on atteint 350 degrés, on va pouvoir faire une cuisson à 300 degrés, ça suffit entre guillemets. Mais en fait, on va faire, pour les gros fours, on va faire monter la phase de préchauffage en fait, qui va vraiment faire monter les pierres en température. Et là, il y a des choses qui vont atteindre 800 à 1000 degrés. En fait, on le sait aussi parce que à partir de 800 degrés, les pierres calcaires vont se consommer en chaud. Donc en fait, il y a vraiment là, c'est un indicateur assez fiable, mais ça peut monter, oui, alors pas au-dessus de 800, au-dessus de 800 degrés, c'est sûr. Après, ça va dépendre. Là encore, hein, comme vous le soulignez, il y a une variabilité de structure qui fait que dans les petites, on ne va pas avoir besoin de monter vraiment dans les petites structures dans des chaleurs très très voilà. Une question de monsieur, madame Pic. Oui, Ah, c'est Rebecca, d'accord, c'est oui. marqué Bex, alors c'est pour ça que je ne savais pas que c'était Rebecca Pic, d'accord. Donc pour la fin de l'âge du bronze dans le reste de la France, ces structures de combustion à pierre chauffée sont souvent retrouvées très proches des ensembles funéraires. Est-ce que tu as Oui, une alors réponse à là cette aussi, question? c'est effectivement les données contextuelles. Alors, c'est assez, les choses sont pas encore très claires. En fait, il y a encore presque tout à faire, hein, et donc c'est comme c'est qu'une partie de ma thèse, j'ai pas encore les réponses finales, voilà. Et je sais pas si je les aurai prochainement, mais effectivement, ça va, parce qu'en fait, on les retrouve pas forcément associés à du funéraire dans d'autres régions. Effectivement, dans le nord-est, dans le centre-est même, enfin dans le centre, il y a une association. Et par exemple, il me semble qu'à Ensisheim, ce qui est la fouille qui a été faite récemment, en Alsace, pour le contournement de Strasbourg, il y a aussi, on a l'impression de trois pôles entre l'habitat d'un côté, le site, la structure à pierre chauffée et le funéraire. Et donc, c'est un petit peu compliqué parce que parfois, on a une association directe avec du funéraire, mais on a aussi ces structures en habitat. Donc, il y a vraiment encore des choses différentes avec des contextes particuliers. Donc, je pense qu'il y a des utilisations quotidiennes et des utilisations qui vont dans le cadre de cérémonies sociales ou funéraires. Donc là encore, pour avoir une vision, j'ai fait un inventaire à l'échelle de la France, mais il va falloir décortiquer toutes les données, ce qui ne va pas être facile. Mais il y a en tout cas quelque chose avec le funéraire, c'est sûr. Même au néolithique, je vous ai dit, il y a une association avec le mégalithisme et le funéraire très clair là. Par contre, pour l'âge du bronze, c'est un peu moins évident. D'accord, bah merci pour la réponse. Et donc une autre question d'Anaïs Masquelier, donc une question technique sur les traces de rubéfaction et de thermofraction. Est-ce qu'il y a un référentiel sur les différents types de marques de chauffe, hein, ou cela est dû à la température ou plutôt la durée, ou les deux? Alors, oui, donc deux questions. Effectivement, ce qui conditionne la rubéfaction, ça va être la durée, la température et la récurrence de chauffe. Donc, plus on chauffe longtemps, plus l'altération s'étend, plus les températures montent, plus elle va être, par exemple, foncée. Mais le problème, c'est que ces trois paramètres sont impossibles. L'effet de ces trois éléments sont impossibles à différencier, en fait. Donc, on va avoir un même degré d'altération pour une chauffe courte mais intense ou longue mais un peu moins intense. Mais ça va avoir le même résultat. Donc, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites. Notamment, il y a beaucoup de revues américaines. Enfin, en fait, les Américains ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils appellent sur les fire crate rocks. Et en fait, ils ont fait pas mal d'expérimentations sur les roches, puisque les roches, ça va être le même principe. Hein. On a en fait, les paramètres sont très difficiles à différencier. C'est un petit peu ça la question, mais il y a des travaux dessus sur l'effet de ces différents paramètres de chauffe. Je sais pas si j'ai répondu en fait. Merci. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les roches thermofractées, moi je suis assez étonné que tu aies parlé de roches coralliennes. Donc, parce que dans un four qui monte peut-être, dans une structure de ce type-là qui monte en température, des roches coralliennes, on obtient vite de la chaux. Et Oui. donc c'est plutôt étonnant.
C'est peut-être un four à chaud, mais bon, je suis assez dubitatif déjà. Et puis bon, enfin bref, je vais laisser Ça la suite fonctionne bien. aux autres personnes. Donc, pour une question de Marion Sorel, là, pour les grands fours, comment est la relation entre les espaces de consommation de la nourriture? Sont-ils Oui. proches en général? Est-ce qu'on a Alors, réussi à déterminer ça? justement, ce qui est intéressant, que j'ai pas eu le temps de dire, j'avais prévu de dire tellement de choses, bref, c'est que ce qui interroge souvent les archéologues, c'est que sur ces sites où il y a des centaines de structures, on n'a pas ou peu de déchets, ce qu'on appelle les déchets culinaires, donc des ossements. Donc on n'a pas en fait les traces directes de consommation. C'est pour ça que c'est un petit peu bizarre du point de vue de l'interprétation. On n'a pas voilà l'élément, la consommation du soi-disant banquet. D'où l'hypothèse de structure peut-être spécialisée où on va cuire les choses, mais peut-être pas forcément les consommer sur place. Mais en tout cas, en contexte polynésien, il n'y a pas non plus les ossements des animaux associés au four, puisque les animaux sont souvent cuits entiers ou dans les papillotes. Donc il n'y a pas les restes culinaires forcément associés. Donc là, non, en général. Et les très grands fours, en plus, c'est encore plus compliqué. Il n'y a pas les restes de consommation. C'est tout le problème, en fait. Oui, en effet. Mais est-ce qu'il y a peut-être est-ce que tu as pu remarquer des résidus de gras sur les pierres, non? Des traces de lipides qu'on pourrait Ouais. déterminer? Alors oui, effectivement, ça c'est vrai que c'est des analyses qui se font beaucoup. Donc on peut analyser les roches qui peuvent absorber le jus finalement de cuisson et le sédiment. Et alors là aussi, les choses sont assez contrastées parce qu'on ne va pas forcément avoir, là encore, c'est une question de signature. Parfois, on n'arrive pas à déterminer, voilà. Et souvent, c'est des signatures végétales. On ne va pas réussir à aller jusqu'au type d'aliment, on va avoir une signature végétale. Et là, là, c'est toute la question, est-ce qu'on n'avait aussi pas outre les aliments cuits, mais d'apport de végétaux pour apporter l'humidité. Donc rien n'est simple finalement. Mmh, mmh, mmh. Oui, en effet, et alors justement, on peut rebondir sur la remarque de Pierre Leroux, donc les pierres chaudes pour sauna au Japon ancien, en Scandinavie, effectivement. Donc on peut Oui. très bien imaginer aussi un système de chauffage plutôt qu'un système de cuisson. Et alors je rebondis donc non seulement sur la remarque de Pierre Leroux, mais aussi sur de Carlo Yengember, pardon Mhm. si je prononce mal le nom de famille. Donc chez les sites, on emploie des pierres chaudes pour les Ouais. saunas. Vous pouvez voir la différence sur les pierres de barbecue et les pierres de sauna. Oui, Est-ce alors en qu'on fait, a... effectivement, c'était aussi quelque chose que je voulais juste mentionner en passant, que là, je suis partie sur un présupposé, sur une fonction, alors que finalement, pour les structures archéologiques, on n'est même pas sûr de la fonction. La fonction culinaire, c'est l'hypothèse la plus probante. Et effectivement, il y a aussi cette hypothèse de structure de type sauna, parce que là aussi, vraiment, la deuxième grande utilisation des pierres chaudes, c'est pour les pratiques de sudation, les bains de vapeur, qu'on retrouve, comme vous le dites, hein, en Scandinavie, vraiment, et dans le contexte amérindien, évidemment, aussi. Donc, pour faire la différence, alors, c'est-à-dire que on a, du point de vue des pierres, les pierres vont effectivement craquer différemment selon les conditions de chauffe, mais aussi de refroidissement. Et par exemple, si on y met de l'eau, enfin, si on les arrose, elles vont refroidir très rapidement et donc en fait elles vont casser de manière très angulaire. Donc on va avoir une refroidissement brusque. Et donc là effectivement ça se voit. Après là encore il y a d'autres facteurs qui se rajoutent, mais en tout cas refroidissement brusque c'est visible. Donc là il y a certains contextes où on pourrait émettre l'hypothèse de on les a arrosés d'eau pour faire des bains de vapeur. Et par contre, là où ça a un peu de mal à fonctionner, c'est qu'on a des structures de 10 mètres de long. La pratique de bain de vapeur nécessite en fait une hutte, en tout cas un système fermé. Et là, pour des structures de 10 mètres de long, c'est un petit peu plus compliqué. Ça fonctionne pour les petites structures, les petits amas circulaires, où là, c'est totalement faisable. Mais on a pour les plus grandes structures, ça fonctionne moins bien. Et surtout, quand on a un comblement de 50 cm de pierre, on n'a pas forcément besoin de 50 cm de profondeur pour faire de la vapeur. Donc c'est une hypothèse, elle est peut-être un peu moins probante que l'hypothèse culinaire, mais en tout cas, je ne l'oublie pas effectivement. D'accord, merci. Et c'est vrai que c'est toutes les remarques qu'on peut se faire sur ces structures, notamment
la remarque de Mathieu Michler, pour chauffer des substances psychoactives. Alors oui, effectivement, ça peut, on peut tout à fait naviguer dans ce genre d'hypothèse. Et c'est vrai que pour avoir assisté à une cuisson de bouillie d'orge pour faire de la bière expérimentale. Il y a quoi, 1 an et demi avec Mathieu, on avait assisté à ça, et où le brasseur artisanal choisissait des. Il y a de l'écho, je ne sais pas si. Ouais, où le brasseur artisanal choisissait des pierres, mais vraiment les avait choisies judicieusement pour les balancer dans son bac. Et les pierres étaient intactes ensuite, Oui. donc ça avait vraiment très bien chauffé. C'était impressionnant, on s'attendait à ce que ça craque de partout, pas du tout. Les pierres étaient absolument intactes. Mais donc, est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, pour la Pierlot qui parlait voilà, des feuilles de couverture, je ne sais pas si c'est par rapport à une question. Oui, pardon, Pierre. À propos des feuilles, à propos des feuilles de couverture, oui, parce que partout, ce que j'ai vu dans la littérature concernant le Pacifique ou l'Asie du Sud-Est, ou de ce que j'ai vu directement, moi, il y a certains types de feuilles utilisées soit pour la couverture sur les feux, pour les étouffer, les contraindre, comment dirais-je, les obliger, les retenir, enfin, et éventuellement, d'ailleurs, vous l'avez montré, qu'on utilise directement pour enrouler, pour enrober un aliment qui s'émietterait ou qui serait. Parce qu'en fait, ces feux sur braise ou sur pierre chaude, c'est un peu l'équivalent, c'est des feux à basse température partout qui sont utilisés notamment pour les ingrédients comme les monocotylédones ou les tubercules en général, qui tiennent sans avoir besoin d'un récipient qui est plus fragile, parce que la céramique, ça vaut cher, ça prend du temps à faire. Normalement, ça prend énormément de temps à faire, et quand ils les utilisent, il y a toujours le risque de les briser. Alors on les utilise quand il faut avec des jus, des bouillons, etc. Mais quand il n'y a pas besoin, ils évitent de les utiliser. Donc c'est ce qui se passe pour les tubercules en général. Mais ces feuilles, donc c'est important, sont, par là on avait montré des feuilles de, je me rappelle plus, elle est très célèbre, la feuille, les grandes là, le nom que vous avez. Il y a les feuilles de bananier qui sont utilisées. Ah non, les feuilles de bananier je connais, mais l'autre, en fait c'est des ignames, c'est des grandes feuilles. Des feuilles de taro aussi, je sais plus. Oui, les tarots, non, mais il y a les grandes feuilles comme ça, mais le plus souvent, c'est des feuilles de bananier, sauvages évidemment, c'est des moussa bulbi, je sais pas quoi, balbuciana, c'est pas des domestiques, parce que les feuilles sont plus solides, comme du cuir, et d'ailleurs elles servent très souvent aussi. Là-bas, elles sont disponibles absolument partout, gratuitement. En nombre, elles s'épuisent jamais, elles se renouvellent, et puis elles sont surtout, alors elles partagent ça aussi avec les liquala, qui sont aussi des petits palmiers qu'on utilise pour les cuire, les dorés. Elles donnent pas de goût à la nourriture. Alors, elles sont solides et elles donnent pas de goût. Et ça me renvoie à un travail qu'a fait Bernard Sellato, qui est malheureusement pas ici, qui a proposé une nouvelle catégorie extrêmement intéressante en botanique entre les médicaments et les aromates, si vous voulez, les épices, qui seraient les neutraliseurs de goût, pour éviter de transformer des aliments par la cuisson ou par pas la réfrigération, mais la macération ou la fermentation longue dans des feuilles qui donneraient du goût. Donc on utilise en général partout des végétaux, notamment des palmiers ou des choses comme ça, des bananiers, qui sont neutralisants, qui sont neutres en tout cas. Alors ça, c'est la première chose. Et puis pour l'Asie du Sud-Est, partout alors, où il y a moins de pierres, souvent, d'ailleurs c'est le cas aussi en paléolithique, on ne trouve pas de... Ce que Hubert Forestier vient de sortir un livre très intéressant sur l'Asie du Sud-Est, où il montre que s'il n'y a pas d'autant de silex, de pierres taillées en Asie du Sud-Est, parce qu'ils ont du bambou, c'est la révolution du bambou en fait, au néolithique. Et la même chose en fait, c'est l'utilisation à Bornéo par exemple, ou à Sumba, ou à Sulawesi en Indonésie, dans les populations animistes, qui pratiquent des grands festins, etc., et qui font cuire à la fois des tubercules, parce qu'il y en a aussi, ou du riz. À ce moment-là, ils utilisent principalement, les tubercules, ils le mettent sur les braises, mais le riz, ils le font cuire, ou vous avez montré
pas en Mongolie, en Asie centrale, en Iran, non, je sais plus où c'était. J'ai montré en Mongolie aussi. Hein. En Mongolie, c'est ça. En Mongolie, un estomac de chèvre ou de mouton dans lequel on met de la viande, etc. Et des légumes, eh bien, ils utilisent à la place des bambous, des tubes de bambou. C'est-à-dire qu'on cuit. Oui, j'ai lu aussi, oui. Ouais, on cuit dans des tubes de bambou. Alors, je l'ai vu partout, je l'ai vu aussi dans d'autres sociétés, même chez les Himalayas, etc. Notamment au Laos aussi. Alors, soit pour Sulawesi, où c'est du riz blanc, avec de la viande mélangée, mais ça peut être comme au Laos ou en Thaïlande du Sud, du Nord aussi, Cambodge, du riz gluant, avec des sucreries, notamment de la cannelle ou bien de la sucre de palme dedans, de la chair de coco pour aromatiser, etc. Et donc vous avez en fait les mêmes techniques. Et moi, ça m'amène à la question, je vous laisse sur ça. Oui, bah tu permets, parce que c'est important le débat quand même, vers l'ethno, en tout cas, c'est que il me semble que ces différents types de cuisson relèvent d'abord du type de matériaux proposés à cuire. Probablement les pierres, c'est parce qu'il y a c'est pour atteindre la basse température, pour pas brûler avec des cuissons longues. Bon, pour les saunas, ça le montre bien, mais ça peut être d'autres, des braises. Alors, justement, je vous ai préparé j'aurais pas le temps, je peux pas vous le montrer, mais tous les ans à Patani, il y a la plus grande cérémonie des Chinois des diasporas qui viennent honorer une sainte, s'appelle Lim Kaoniao, et donc c'est à Patani, ils viennent de partout en Asie. Et il y a des marches sur les braises par les officiants en transe. Et ils marchent, alors là c'est pas sur des pierres chaudes, c'est carrément sur des braises brûlantes. Moi j'ai essayé, c'est pas la peine. Hein, et pourtant j'avais de la corde. Et en fait il y a un truc, évidemment. Alors bon, déjà ils sont en transe, c'est vrai qu'ils se transpercent avec des épées aussi. Donc. Alors j'ai des photos de ça, je vous le donnerai. Mais ils répandent du sel exactement d'ailleurs comme les sumo répandent du sel sur l'arène avant de se battre pour éloigner les mauvais sorts. Là, on répand du sel sur les braises, chez tous les marcheurs de feu, de braise, parce que le sel fait baisser la température immédiatement, un petit peu. Alors ça devient, c'est quand même douloureux, mais ça permet de passer. Parce qu'ils bondissent pas, ils marchent. Hein, c'est pas. Ah oui. Ouais. Donc le type de matériau à cuire doit avoir une correspondance avec le type de cuisson, à mon avis. C'est-à-dire en fait, c'est la question du pourquoi est-ce qu'on a, entre guillemets, inventé cette technique aussi du point de vue archéologique. Voilà, c'est pour répondre à un besoin de cuisson longue, pas violente, comme vous le disiez. Et c'est probablement les choses plus fragiles, dont vous n'avez peut-être pas trace d'ailleurs, on retrouve peut-être rien, devaient cuire dans des récipients ou dans des... autrement, quoi, je ne sais pas. Bon, enfin, en tout cas, je voulais juste vous donner cette précision. Et juste concernant les couvertures, vous disiez qu'on choisit des éléments, des végétaux un peu neutres. Alors, j'ai aussi, par contre, lu, par exemple, dans les Andes, il me semble qu'on choisit, c'est une plante qui s'appelle Ucatei, je ne sais pas la prononciation, hein, mais là, on l'a choisi vraiment pour son goût poivré, en fait. Donc, on va pouvoir vraiment jouer, en fait. Il y a vraiment une maîtrise technique et on va faire des choix raisonnés. On va utiliser des éléments ou neutres ou volontairement, voilà, là, c'est une... Oui, c'est ça, absolument. C'est-à-dire qu'en fonction, encore une fois, de la nourriture, on veut donner... Mais disons, moi, je parlais pour le sud-est asiatique et le Pacifique, ils utilisent plutôt des neutralisants parce que les goûts poivrés, c'est différent. C'est déjà des enjoliveurs, quoi, d'ailleurs, qui sont réclamés par les Européens à partir du XVIIe parce que c'est meilleur, les épices, etc. Tandis que la transformation du goût, vous savez, quand vous mettez au réfrigérateur un plat, puis il y a un autre l'ail à côté ou je sais pas quoi, du poisson, puis ça s'imprègne, et après ça, c'est pas bon. Bah, c'est un peu la même chose, c'est qu'ils évitent, parce qu'ils ont tous les peuples ont des goûts, sont accoutumés à des goûts et des odorats particuliers dans la cuisine, et même si c'est bon pour les autres, c'est pas bon pour eux. Donc ils essaient en général c'est les recettes. Ah, c'est pas comme ma grand-mère a fait, c'est pas bon, quoi. Voilà. Alors ils essaient de maintenir ça sur des produits, puisque la plupart des produits braisés rendent mieux directement la cuisine provençale, etc. Le goût de la viande ou du légume, et on le cache pas sous des sauces, ou vous voyez des appareils très complexes. Voilà.
Donc je pense que c'est à voir sur le côté. Oui. On va peut-être passer à des questions. Hein. On va peut-être passer à la communication suivante parce qu'on va on va perdre un petit peu de temps. On peut peut-être réserver aussi des conversations culinaires pour le débat général, hein, bien entendu. Donc merci Pauline en tout cas de nous avoir communiqué cette passionnante aventure. Et puis bon, on attend ta thèse avec impatience. Bah oui, moi aussi. Merci à toi en tout cas. Romain,